Béatrice Rosen, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour le magazine Nexus. Merci. Alors, vous êtes actrice, Oui. vous avez été chroniqueuse à TPMP, on vous a connu pour vos prises de parole engagées ces dernières années, vous nous en direz un peu plus. Et on voulait vraiment vous rencontrer pour découvrir un petit peu comment vous en êtes arrivé à vous engager pendant la période Covid, comment du travail d'actrice, ce métier que vous avez fait aux États-Unis, vous êtes arrivé à prendre conscience un petit peu des coulisses du pouvoir. Voilà. Comment déjà, Béatrice Rosen, vous êtes arrivé à cette prise de conscience? Et quel est votre parcours qui vous a permis d'en arriver là? Alors, tout d'abord, donc j'ai eu un parcours assez serein, on va dire. Ça, c'est vraiment la vie qui a fait ça. Mon parcours a été assez concentré sur mon travail, sur ma carrière d'actrice. Donc, je suis partie aux États-Unis, je suis moitié américaine, donc je suis partie travailler aux États-Unis et j'ai fait là-bas l'essentiel de ma carrière. Et j'ai toujours été ouverte sur beaucoup de sujets, mais si vous voulez, j'avais pas une conscience politique hyper développée. C'était pas la politique, c'était pas mon sujet de préoccupation au quotidien, on va dire. Et puis j'ai eu des enfants. Et donc je pense que quand on a des enfants, ça change la perception du monde qu'on pouvait avoir avant. En tout cas pour une partie des gens qui ont des enfants. Donc déjà ça m'a un peu donné envie de m'intéresser un petit peu plus. C'est vrai qu'avant j'étais un peu on va dire dans ma bulle. Je m'intéressais à certaines choses mais pas... voilà, j'étais plus concentrée sur moi, sur ma carrière. Parce que vous avez une carrière au cinéma qui a été vraiment pleine de réussite. Hein. Vous avez participé à des gros films, vous étiez en Californie, vous étiez dans le milieu Hollywood. C'est ça. Donc très 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 loin de la remise en cause du système. Oui, très loin. J'étais complètement au cœur, en fait, au cœur de la machine. Et j'en avais absolument pas conscience. Oui, évidemment, j'avais conscience. J'étais pas non plus complètement idiote. J'avais conscience des injustices, de certaines choses évidemment qui se passaient dans le monde, si vous voulez. Mais à partir du moment où on a des enfants, et puis ensuite j'ai vu la crise des gilets jaunes, où là je me suis dit il y a quelque chose qui va pas complètement dans la façon d'avoir traité ces gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, les gilets jaunes, et d'ailleurs c'est ce qu'était le mouvement, en tout cas à la base, c'était des gens qui travaillent dur et qui le 10 du mois ne pouvaient plus s'en sortir. C'est-à-dire que le 10 du mois, le frigo était vide, le compte était dans le rouge et ces gens sont sortis dans la rue pour demander de l'aide en fait. Et la façon dont ils ont été caricaturés, insultés, étiquetés et ensuite réprimés physiquement, violemment, si vous voulez, m'a énormément choquée déjà à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on nous raconte parce que je voyais le décalage entre ma perception du mouvement et ce qu'on en disait sur les plateaux télé. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est TPMP qui avait été les premiers à inviter des Gilets jaunes. Et ensuite, les autres médias, vu l'engouement qu'il y a eu, évidemment, ils se suivent tous toujours, donc ils ont tous enquillé, ils ont commencé à inviter des Gilets jaunes. Mais c'est vraiment TPMP qui a été à l'origine de la première du débat avec les Gilets jaunes. Et ensuite, bon, déjà là, je me sentais pas à l'aise du tout avec ce qui était en train de se passer et ce qu'on était en train de vivre. Et puis ensuite, quand la crise sanitaire, tout ce qui était Covid est arrivé, c'est là où vraiment je me suis, on va dire, réveillée, comme les gens le disent. Comment ? Par quel événement ? Alors, évidemment, personne ne savait rien au début. Quand je sentais quand même un malaise. J'avais une perception donc un petit peu éveillée après les Gilets jaunes quand j'ai commencé à voir la presse qui distillait les informations sur ce qui se passait en Chine vis-à-vis du virus. Je me suis dit ça sent pas bon parce qu'en général on parle jamais de la Chine, on parle jamais d'Amérique du Sud, on parle jamais de rien dans les informations à part quand ils essayent de préparer l'opinion à quelque chose. Et donc là je me suis dit ça sent pas bon, à tous les coups ça va venir chez nous.
Voilà. Et ça n'a pas loupé, c'est venu. Mais bon, je ne savais rien. J'étais comme tout le monde. J'avais peur de ce qui était en train de se passer. C'était assez angoissant. C'était anxiogène. Et en fait, nous, on l'a attrapé tout de suite, très tôt, avant même le premier confinement. On a attrapé le virus parce que mon mari revenait d'un voyage en Italie et je pense qu'il nous l'a amené au sein du foyer. Et voilà. Ce sont les choses qui peuvent arriver. Et là, en fait, j'ai appelé le numéro vert dont on nous parlait à la télévision. En bon petit soldat, on me dit il y a un numéro vert. À l'époque, je ne voyais pas le problème des numéros verts. Et donc j'appelle le numéro vert et je leur dis voilà, on a besoin d'être testé. Mon mari revient de Milan. Donc c'était vraiment exactement tous les critères qu'ils nous disaient pour appeler le numéro vert. On est malade voilà, et ils ont ni voulu nous tester, ni voulu nous donner des masques, contrairement à ce qui était dit quand ils parlaient du numéro vert. On appelait, on va vous donner des masques, des tests. Bon. Ils n'ont rien voulu nous donner. À un moment donné, j'ai appelé les urgences parce que ma fille à l'époque qui avait 2 ans, elle avait plus de 42 fièvre, elle avait des symptômes extrêmement bizarres. J'ai appelé le 15. Ils n'ont pas voulu se déplacer. Ils ont dit non, mais ça doit être ça, mais de toute façon, chez les enfants, c'est pas très grave. Et nous, on était en panique parce qu'au début, on savait rien. Donc voilà, tout était incohérent, si vous voulez, par rapport aux informations qu'on nous donnait à la télévision. Et donc, j'ai commencé à lire beaucoup, toutes les études, un peu obsessionnellement, qui sortaient en Corée du Nord, en Israël, aux États-Unis, enfin toutes les informations dans des journaux scientifiques et toutes les informations internationales. Voilà, je lisais tout. Je faisais ça 8-10 heures par jour à peu près. Pourquoi? Vous aviez déjà compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Parce qu'il y avait quelque chose d'incohérent, si vous voulez, et c'est ma personnalité, j'ai besoin de comprendre les choses pour les appréhender. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, pourquoi. Je ne suis pas quelqu'un qui va obéir sans que c'est un sens pour moi. Moi, je suis la bonne élève, j'ai toujours été très carrée dans ma vie et tout, mais j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Vous n'avez pas un profil rebelle pour être rebelle, vous n'êtes pas comme non, pas du dissidente pour être dissidente? Pas du tout. Donc là, on est au premier confinement, voilà, c'est ça. Donc mars 2020. Absolument. Donc oui, c'était en quelque sorte un travail de journaliste, puisque je faisais une comparaison d'informations et c'était assez complet. Étant moitié américaine, je lisais tout en anglais. À la minute où ça sortait, je me suis créé des alertes. Enfin, voilà, donc vraiment, j'avais besoin de comprendre. Je ne suis pas du tout quelqu'un, comme vous l'avez dit, de rebelle, à la base, a priori. Se rebeller pour se rebeller ou être... J'ai pas de posture vis-à-vis de quoi que ce soit. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de posture. En revanche, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin qu'elles aient un sens, j'ai besoin qu'elles soient cohérentes et que mes actions et mes réactions s'insèrent dans quelque chose qu'intellectuellement je trouve un sens. Voilà, je trouve que parce que souvent les gens vous disent faut bien faire quelque chose. Non, pour moi, il faut pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Si on fait quelque chose, il faut que c'est un sens et que ce soit efficace. Si ça n'a pas d'efficacité ou si c'est juste pour dire qu'on fait quelque chose, dans ces cas-là, non merci. Voilà. Et donc, c'est pas par esprit rebelle, c'est vraiment juste, au contraire, j'ai toujours été ultra scolaire même presque dans toute ma façon, ma façon d'appréhender et mon travail et ma vie et tout ce que je fais, je veux dire. Voilà. Alors comment de cette prise de conscience, on en arrive à vous retrouver chroniqueuse sur le plateau du TPMP quelques années après, où on vous a vu en tant qu'artiste libre et engagé, vraiment porter une parole qui était très très peu entendue. Comment de mars 2020 jusqu'à 2022, vous avez continué cette prise de conscience et comment vous arrivez sur l'une des plus grosses émissions de France, avec une des plus grosses audiences, à faire porter cette voix? En fait, donc dès le début, comme je vous ai dit, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui collait pas. J'ai essayé d'envoyer moi-même certaines études à des journalistes en message privé,
en disant attention, des choses qui sortaient sur, par exemple, enfin des choses assez techniques si vous voulez, qui pouvaient laisser penser des choses sur la transmission, etc. ou d'autres types de choses. J'avais jamais de retour. C'est-à-dire que voilà, j'envoyais des informations qui étaient des publications dans des journaux scientifiques. C'était pas des supputations ou des choses complètement irrationnelles, dites complotistes. C'était des vraies études scientifiques. Bon. Et j'envoyais ça en message privé à certains journalistes. J'avais jamais de retour. Je me disais c'est bizarre quand même parce que moi si j'étais à leur place, au moins, surtout j'avais pignon sur rue. Je suis pas, ils pouvaient voir qui j'étais et tout ça. Enfin, voilà, j'ai jamais envoyé quelque chose anonymement ou quoi. Bon, j'avais pas de réponse. Donc, je communiquais moi-même sur mes réseaux sociaux parce que pour moi, c'était vital. On était en train de vivre quelque chose de surréaliste. Et donc, je communiquais sur mes positions, sur le fait que ma seule position tout du long, pour la résumer, c'est le droit au consentement et le droit au choix libre et éclairé pour son propre corps. Que ce soit sur ce sujet ou d'autres sujets, j'ai une cohérence, contrairement à beaucoup de gens. Voilà, mon corps, mon choix. Voilà, donc comme ça, mais j'ai une cohérence dans mon appréhension des sujets vis-à-vis de ça. Et donc, à force de communiquer, j'ai communiqué aussi sur les mesures qui avaient été prises pour les enfants, par exemple, avec le masque qui devait être porté. Les enfants, quand ils vont à l'étude, quand ils allaient à l'étude, après l'école, ils portaient le masque 10 heures par jour. Ça, vous l'avez constaté avec vos enfants? Je l'ai constaté avec comment ils l'ont vécu? Mes propres enfants. Ils étaient obligés de faire des tests, parfois 1 ou 2 fois par semaine, parce que dès qu'il y avait un cas contact, en fait, les règles sanitaires étaient extrêmement strictes pour les enfants. Et donc, on allait à la pharmacie, il y avait des queues d'enfants. Ensuite, on entendait des hurlements d'enfants parce que ça faisait très mal de ces tests dans le nez. Encore, quand ils étaient tout petits, on pouvait leur faire dans la gorge, mais à partir de 5 ou 6 ans, c'était dans le nez. Et donc, c'était extrêmement douloureux. Donc, c'était des scènes. J'ai eu ma fille qui a commencé à avoir des tocs. Elle ne voulait plus enlever ses gants. Parce qu'elle avait 3 ans à l'époque, hein. Elle ne voulait plus enlever ses gants parce qu'en fait, il leur mettait du gel hydroalcoolique tout le temps et personne ne lui a rien dit contre. Nous, à la maison, on essayait de dédramatiser toutes ces mesures, au contraire. Mais si vous voulez, d'elle-même, elle ne supportait plus qu'on lui mette ce truc et elle ne voulait plus enlever ses gants, enfin des choses comme ça. C'est tout ce protocole sanitaire a traumatisé les enfants. Je pense. Alors les gens vous diront, oh, ça va, c'est juste un masque. Oui, mais porter 10 heures par jour, tous les jours, une année de CP, où on apprend à lire et à écrire, où on ne voit plus la bouche ou le visage de sa maîtresse ou de ses copains. Mon fils arrivait dans une école, il était nouveau, il n'a pas vu le visage de ses copains jusqu'à je ne sais pas quand. Comment vous faites même des copains? Enfin, c'est votre première année d'école, de vraie école, après la maternelle. Et commencer dans ces conditions-là, si vous voulez, ça me faisait mal au cœur de voir mon enfant comme ça. Et il devait même porter un masque pendant le sport. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de faire du sport à des enfants sans qu'ils puissent vraiment bien respirer. C'est-à-dire qu'on était entré dans quelque chose qui était plus que juste malsain pour moi, c'était presque une histoire, un truc qui se rapprochait du fétichisme. Enfin, je veux dire, ça n'avait aucun sens sanitaire. On va me dire que c'est sanitaire d'empêcher un enfant de respirer quand il fait du sport avec un masque, c'est pas possible. Et puis voilà, et de pas voir ses amis, et qu'il y a un rapport bizarre à l'autre, des publicités à la télé où on leur dit qu'ils vont tuer papy et mamie, enfin des choses atroces, et rentrer dans la vie comme ça, pardon, mais c'est comme être dans un film d'horreur. J'ai aussi vécu par rapport à ma grand-mère qui était dans un EHPAD, les règles, ça a été inhumain, les mesures sanitaires qui ont été prises. Donc si vous voulez, par ma situation familiale, j'ai vécu les mesures dans leur plénitude, là où parfois il y a des familles qui habitaient dans des grandes maisons qui n'ont pas vécu le confinement pareil qu'en appartement, ou des gens qui n'avaient pas forcément d'enfants ou d'enfants petits, ou de personnes âgées en EHPAD autour d'eux, et donc ils n'ont pas réalisé ce qui était en train de se passer dans la société en fait, et moi j'en ai été la témoin directe. Et donc tout ça, en plus de mes lectures qui montraient des incohérences, a fait que j'étais très vocale, parce que c'était devenu vital pour moi, je ne pouvais pas faire semblant qu'il ne se passait rien, voilà, j'étais obligée de le partager.
je sentais cette chape de plomb en plus totalitaire où les gens s'auto-censuraient, personne n'osait rien dire. C'est terrible, il y avait vraiment une pression ambiante et donc à un moment donné TPMP m'a appelé pour m'en inviter pour parler des mesures sur les enfants, donc les masques. On est en quelle année là? Donc ça c'est en 2022 il me semble, en février, il me semble fin février ou début mars 2022. Donc ils vous ont vu sur les réseaux sociaux vous exprimer, ils ont oui, vous j'étais une inviter des seules personnalités, si vous voulez, qui parlait vraiment pour ouvertement. défendre un petit peu le point de vue opposé à la version officielle. Voilà. On va dire ça. Et donc, je suis venue parler des masques pour les enfants. Et à la sortie, ils m'ont proposé de devenir chroniqueuse régulièrement. Et qu'est-ce que vous avez fait accepter J'ai accepté parce que c'est pas du tout quelque chose que je faisais avant. Moi, j'étais vraiment juste actrice. Je pouvais écrire des choses, ou j'ai aussi chanté dans ma vie, enregistré même des titres et tout. Mais c'était vraiment le monde artistique. Jamais je pensais que j'allais participer à une émission comme ça, ou à la limite quand j'étais invitée pour des émissions, c'était pour faire de la promotion pour un film. Mais j'ai accepté parce que je l'ai vu comme un signe ou une opportunité que la vie m'apportait de rentrer dans le débat public et de représenter une opinion qui était totalement sous-représentée dans l'espace médiatique. Et je me suis dit, voilà, au moins, je pourrais donner un autre point de vue qu'on ne voit pas. Est-ce qu'à ce moment-là, dans l'équipe TPMP, vous étiez minoritaire dans votre point de vue? Oui, absolument. Enfin, il y avait déjà Myriam Palomba qui parlait, qui elle était vraiment, qui parlait voilà, du fait qu'elle n'était pas vaccinée, etc. Et elle défendait cette position et elle était brute de pomme et certaines personnes l'aimaient pour ça et d'autres ne l'ont pas aimée pour ça, mais elle avait le mérite d'être droite dans ses bottes, si vous voulez, et de défendre sa position. Mais à part elle, et qui n'était pas là tous les jours, il n'y avait pas vraiment de chroniqueurs ou de personnalités qui défendaient une vraie liberté. Parce que c'est ça dont il s'agit, c'est la liberté de choix. On peut tout comprendre, on peut comprendre qu'il y a une crise, on peut comprendre qu'il y a des mesures, évidemment, il faut une politique de santé publique. Mais si vous voulez, là, c'était tellement intrusif et coercitif et irrationnel. Enfin, l'histoire des cafés debout, pas assis, des skis sans remontée mécanique, on a oublié, mais je veux dire les plages dynamiques. Enfin, il y a eu des choses qui étaient, mais on aurait dit vraiment, et je vous dis, moi je suis actrice, donc je vois un peu la vie toujours à travers ce prisme-là où je me dis, tout pour moi est un peu une scène de film, si vous voulez, parce que c'est une déformation professionnelle. Même quand je rencontre des gens, je vois leur personnalité à travers leur motivation, parce que quand on joue un personnage, on pense toujours aux motivations du personnage pour l'incarner. Et donc j'avais l'impression vraiment d'être passé de l'autre côté de l'écran et d'être dans un film devenu réalité. Enfin, c'était très déboussolant psychologiquement même, c'était surréaliste. J'ai fait un film sur la fin du monde dans lequel j'ai tourné, qui était 2012, qui était le film sur l'apocalypse prévu par les Mayas à l'époque. Et vraiment, je me disais, mais c'est presque pire là ce qu'on vit, parce que c'était tellement, enfin, c'est absurde. Et c'était la tragicomédie, si vous voulez. C'était tragique et en même temps comique. Enfin, Castex qui venait pour dire le ski sans remontée mécanique, qu'on ne pouvait pas manger dans un train ou qu'il fallait prendre le café dans telle position physique, c'était irréel. Et j'avais besoin de me pincer pour me dire c'est la réalité, c'est pas possible. Ou des policiers en armes de guerre qui allaient devant des terrasses de café pour s'assurer que les gens avaient bien fini leur bière et les auto-attestations. Non mais quand on fait le résumé, on en rira un jour, je l'espère, mais pour l'instant le traumatisme est trop fort et moi je vais vous dire, j'ai perdu ma grand-mère pendant cette période-là qui était dans cette EHPAD et qui je pense s'est laissée glisser, s'est laissée partir et jamais je pardonnerai certaines choses qui ont été imposées. Vous avez pu aller la voir ou... On avait le droit... alors qu'on allait la voir entre moi et ma famille avant la période Covid, on y allait
on se relayait. Il y avait au moins une de nous par jour qui allait la voir. À partir de la crise, on avait le droit 20 minutes, 1 ou 2 fois par semaine. 20 minutes, et encore comme ma grand-mère n'a pas voulu se faire vacciner, elle a été discriminée, c'est-à-dire qu'on n'avait même plus le droit d'aller dans sa chambre. On était obligé de la voir dans une pièce ou dans le lobby ou dans une petite pièce. Voilà, on n'avait plus le droit d'aller dans sa chambre. Et 20 minutes, pour ses 100 ans, on a eu 20 minutes. Et donc, si vous voulez, ma grand-mère a fini sa vie dans une façon que je ne souhaite à personne. J'arrive jamais à en parler sans avoir les larmes aux yeux. C'était un film d'horreur, voilà, où elle ne pouvait même plus voir un visage humain parce que tout le monde était évidemment masqué, tous les gens qui travaillaient dans l'EHPAD. Nous, on était obligés d'être masqués quand on allait la voir. Si vous voulez finir sa vie comme ça, c'est monstrueux, voilà. Ah, c'est toutes ces injustices, toutes ces choses que vous avez constatées qui vous ont donné cette force justement d'en parler. Et comment vous avez pu exprimer cette voix dans cette émission justement qui a été l'un des seuls espaces médiatiques en France avec une telle audience qui permettait à des personnalités comme vous d'exprimer une sorte d'opposition à tout ce qu'on vivait. Comment vous avez pu exprimer ça? Est-ce que vous avez eu des pressions? La question que se posent tous les Français, c'est, puisque TPMP, c'est une émission qui charrie énormément d'audience, qui traite de beaucoup de sujets de société depuis les Gilets jaunes, qui s'est vraiment impliqué dans la vie sociale de ce pays, qui a joué un rôle aussi dans la façon dont est façonnée l'opinion publique. Est-ce que vous étiez libre de dire ce que vous vouliez? Est-ce qu'il y a de la mise en scène à TPMP? Est-ce que Hanouna a une mainmise sur l'opinion des chroniqueurs? Est-ce que tout est fait pour créer de la conflictualité? Quel était votre degré de liberté là-bas? Alors, tout d'abord, je vais vous dire, il y a des gens qui aiment TPMP, il y a des gens qui détestent. Chacun ses goûts, je comprends. Maintenant, ce qui est factuel, c'est que moi, je n'ai jamais reçu un script. Parce que ça, voilà. Après, je ne peux parler que pour moi. Je ne suis pas les autres chroniqueurs. Je n'ai jamais vu que ça a été fait. Mais je n'ai pas été témoin de ça. Après, je ne peux pas jurer que je ne suis pas à leur place. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur téléphone. Voilà. Moi, je n'ai jamais reçu... on m'a jamais dit, il faut que tu dises ça, il ne faut pas que tu dises ça. De toute façon, comme vous voyez, ma motivation était tellement profonde que je ne l'aurais pas accepté. Si vous voulez, chacun peut dire ce qu'il veut. Si je suis pas contente, je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il y a des impératifs. Il faut que les gens comprennent que, et on le voit avec les commissions d'enquête qui ont eu lieu sur les chaînes de la TNT. Eux, ils ont certainement, c'est pas des choses dont j'ai discuté avec eux, mais ils ont certainement aussi des impératifs de modération à avoir en tête. Et je peux même le comprendre. Parfois, on me coupait la parole, parfois j'avais tout le plateau contre moi. Si j'avais pas une personnalité forte, ou si ça parce que c'est du direct, donc il y a une adrénaline vraiment très très forte, parce que c'est du direct et c'est une émission qui dure quasiment 3 heures. Donc c'est très long. Et c'est sans filet, parce qu'il n'y a pas de montage, on ne peut pas monter, c'est en direct. La plupart du temps, parfois de temps en temps le vendredi c'était enregistré pour des raisons d'emploi du temps, mais en tout cas c'était enregistré dans les conditions du direct, de toute façon. Donc il y a beaucoup de fausses aussi, de choses qui sont racontées, qui sont, voilà, on est sans filet. Donc c'est très dur aussi, même par rapport à Cyril, de tenir une émission tous les jours, 3 heures de direct, sans que de temps en temps, voilà. C'est vrai que j'ai été coupée, très coupée, parce que peut-être à des moments, comme il y avait cette chape de plomb, peut-être que certains pensaient que j'allais déraper ou quoi, alors que j'avais toujours un discours ultra rationnel et toujours basé sur du factuel et sur très structuré. Et je m'énervais pas parce que justement je ne voulais pas desservir la cause. Donc vraiment je faisais attention de pas m'emporter ou de pas dire de bêtises parce que je voulais vraiment pas. C'était plus important que moi-même, si vous voulez. Déjà pour moi, mais en plus oui, pour vous tous représentiez. Je parlais pas au nom de gens, mais je voulais pas décevoir des gens et leur
leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, je voulais pas faire du mal à la cause. Vous représentez une certaine pensée qui était très silencieuse en France dans les médias. Et à laquelle on n'avait pas accès. Beaucoup de gens ont pu entendre des choses qui les ont rassurés. Donc je faisais vraiment attention à pas décevoir ou trahir ces gens-là pour pas et que ça desserve la cause. Et donc oui, est-ce qu'on est totalement libre? Non, c'est sûr que c'est pas qu'on vous disait de pas dire, c'est que évidemment tous les débats sont orientés dans toutes les émissions, mais c'était quand même l'émission où il y avait le plus de liberté par rapport à ailleurs. C'est-à-dire que il me vient pas en tête une autre émission aussi libre, même si la liberté totale n'existe pas et ne peut pas exister avec les règles qu'ils ont mises à l'Arcom, à tout ça. Évidemment que tout ça est quand même très contrôlé. Et puis, comme on l'a vu encore récemment avec la commission d'enquête, ils se sont pris aussi des amendes, etc. Donc même eux, je suppose qu'ils voulaient faire attention à ne pas se faire attaquer. Selon vous, ils prenaient un risque à laisser une parole comme la vôtre s'exprimer dans cette émission? Honnêtement, j'en sais rien. Encore une fois, on m'a jamais dit ne dis pas ça. Mais après, c'est vrai qu'on pouvait me donner la parole ou pas, me faire venir tel jour ou pas. Vous comprenez? Mais c'est valable pour tout le monde et pour toutes les émissions. Et encore une fois, c'était une émission où quand même il y avait le plus de liberté par rapport au paysage audiovisuel français. Donc, les gens peuvent critiquer, être des haters et ne pas aimer, très bien. Mais il faut être juste et il faut être honnête intellectuellement et il faut quand même reconnaître, tout le monde a des défauts, donc par définition toutes les émissions ont des défauts, mais il faut quand même être honnête et reconnaître quand il y a des choses bien et quand il y a des choses autant que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut être lucide. Est-ce que vous avez discuté de ce sujet du Covid avec Cyril Hanouna? En privé, en dehors des émissions? Pas tellement, parce que vous savez, on arrive, il faut se préparer, il y a maquillage, coiffure. Lui, il arrive parfois directement, il faisait beaucoup de sport, beaucoup de paddle, donc parfois il arrivait directement d'un tournoi de paddle sur l'émission et parfois il découvrait même les sujets du soir en arrivant en direct sur l'émission. Donc, pas vraiment. Mais je pense qu'il a quand même une ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui a reçu, pas que sur ce sujet-là, sur tous les sujets, à tort ou à raison, et on peut l'aimer pour ça ou ne pas l'aimer pour ça. Mais il reçoit des personnalités extrêmement diverses et dans un panel extrêmement large. Et parfois, on lui reproche justement que ce soit trop large. Donc, on ne peut pas à la fois lui reprocher tout et son contraire. Voilà. Donc c'est un sujet que vous n'avez pas eu forcément l'occasion de discuter avec lui en privé. Est-ce qu'avec les autres membres de l'équipe, les autres chroniqueurs, vous avez pu le faire? Est-ce que vous avez constaté une différence d'opinion entre ce que certains exprimaient en direct et en off après l'émission? Écoutez, moi je ne vais pas parler des autres chroniqueurs parce sans citer de nom. Non, mais je ne veux pas... Chacun est libre d'avoir l'image qu'il veut avoir, on va dire. Vous voyez? Moi, je peux parler comme mon nom. J'ai pas envie de... Voilà. Ma motivation à moi, c'était une motivation tellement profonde par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ma grand-mère, par rapport à mes enfants. Et puis on va pas se mentir, c'est une expérience incroyable, même enrichissante à titre personnel, même sans parler du Covid, même sans parler de quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, j'étais une éponge aussi, même professionnellement. Je vais pas vous raconter de ça là. Pour moi, c'était intéressant d'avoir cette expérience parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait avant. Et donc j'ai appris tellement de choses sur le direct, sur ma façon de prendre la parole, de synthétiser. Il fallait être extrêmement rapide et réactif parce que c'est un tourbillon. C'est comme d'être dans un ouragan. C'est une arène en fait. C'est une arène et c'est d'être dans un ouragan tous les soirs pendant 3 heures. Et donc, il y a des choses à comprendre qui ne s'expliquent même pas, c'est-à-dire un temps de réactivité qui doit être extrêmement rapide, une faculté à synthétiser son idée, parce que comme tout le monde vous coupe, surtout moi, on me coupait toutes les 2 secondes, il fallait que j'aille vraiment tellement droit au but. Si vous voulez, que ça a développé chez moi
d'autres facultés que je n'avais pas forcément même avant, parce que j'étais pas confrontée à cette situation. Donc même à titre personnel, je vais pas me la jouer, je suis pas Mère Teresa. Je veux dire, j'ai aussi fait parce que ça m'apprenait des choses et parce que j'avais l'impression que c'était stimulant et que ça m'apportait quelque chose intellectuellement. Donc oui, c'est sûr. Et puis il y a une adrénaline qui est quand même assez addictive. On va pas se mentir, quand on fait du direct, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est comme les acteurs qui font du théâtre. On a un rapport tellement direct avec le public, et là, on a un rapport direct en fait avec la population. Et l'aura de l'émission fait que sur les réseaux sociaux, vous avez tout de suite un retour. D'accord. En sortant de l'émission, vous avez tout de suite le... On a tout de suite un retour, même pendant l'émission. Il y a des tweets, les gens qui réagissent, les chauffeurs, les taxis quand on rentrait chez nous de l'émission. Enfin, vous voyez, il y a tout de suite, et comme c'est des sujets qui tiennent à cœur, au cœur des gens, c'est des réactions vraiment fortes. Vous avez senti des soutiens des gens après vos émissions? Oui, vraiment beaucoup. Et ça a créé un lien que je pense, même en tant qu'actrice, je n'aurais jamais pu développer avec les gens. Parce qu'en fait, les gens, ils ont des rapports à des acteurs ou à des chanteurs, etc. Bon, ils écoutent leur musique et tout. Mais là, c'est un lien, je pense, beaucoup plus profond. On a vécu un traumatisme ensemble. Et donc, il y a un rapport vraiment... alors, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, mais en tout cas, les gens qui viennent me parler, quand ils viennent me parler, c'est toujours positif. Et je sens que c'est des choses qui les ont... Ça leur vient du cœur. Même, l'autre jour, j'étais dans un restaurant, il y a un couple avec Myriam Palomba. Je déjeunais avec Myriam Palomba et il y a un couple qui est venu nous voir en plein déjeuner, qui nous a dit vraiment merci parce que grâce à vous, on se sentait moins seul, on se sentait moins fou. Vous nous avez aidés à tenir pendant cette période. Et franchement, quand des gens viennent vous dire ça, c'est hyper émouvant et vous dites que bon au moins vous n'avez pas servi à rien. Oui, voilà. J'allais vous demander votre meilleur souvenir et votre pire souvenir dans cette émission. J'imagine que le meilleur souvenir, ça doit être ça, ce genre de retour. Ou est-ce que vous en avez un autre? Ouais, mon meilleur... J'ai plein de bons souvenirs. En fait, j'ai fait 2 ans dans cette émission. Je suis très contente de l'avoir fait. Je regrette rien parce que, comme je dis, ça a aidé des gens et ça m'a appris plein de choses. J'ai eu beaucoup de souvenirs parce que j'ai aussi été amenée à rencontrer des acteurs de la crise, des acteurs politiques, des experts de ci, de ça, qui étaient dans toute l'actualité. Et c'est intéressant parce qu'à la publicité, je pouvais aller leur parler, poser les questions que vraiment j'avais envie de poser. Donc j'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontrés même dans mon métier d'actrice, si vous voulez. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Et mon pire souvenir, c'était parfois la frustration d'avoir tout le plateau contre moi et de voir que j'avais pas pu dire assez. Vous voyez, ou parfois vraiment je me faisais insulter, quoi, traiter de complotiste, de ci, de ça, et donc oui, c'était pas très agréable devant 2 millions de gens, mais voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça. Et pourtant, vous avez continué d'être soutenu malgré les attaques en direct. Est-ce que vous avez vu évoluer le positionnement des personnes dans cette émission vis-à-vis du Covid et de leur attaque en disant de ces personnes qu'elles sont complotistes? Est-ce que vous avez vu changer la vie? Ouais. Il y a une personne dans l'équipe, par exemple, que j'aime beaucoup, et je ne citerai pas son nom, mais par exemple qui au début était totalement dans le narratif du gouvernement et qui, à force d'en discuter, à force que je lui donne des arguments, qui est allé se renseigner et qui a gardé un esprit ouvert, qui a complètement changé d'avis, si vous voulez, et qui aujourd'hui, je pense, ne referait pas la même erreur. Et ça, c'était aussi un très bon moment de réaliser ça, parce que voilà, c'est un chemin intellectuel et qui... voilà, et maintenant quand je regarde l'émission et que je vois cette personne parfois et ses prises de position, je suis fière d'elle, de cette personne, et je me dis au moins voilà, ça, là aussi ça a servi à quelque chose, toute cette énergie de toujours répéter les mêmes choses, toujours argumenter, d'essayer de faire les choses rationnellement, au bout d'un moment ça percute. Ouais, ça doit être épuisant quand même, parce que vous avez fait quand même 2 saisons. Ouais.
On ne se rend pas compte de ce que ça représente quasiment tous les soirs. Vous nous disiez même J'y étais pas tous les... Enfin, il y a des semaines où j'y étais jusqu'à 4 fois par semaine, mais j'y étais en général 2-3 fois par semaine. Mais c'est déjà très... c'est pour ça, Cyril, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est vraiment... Enfin, il est né pour faire ça. C'est un génie de ce qu'il fait. On peut encore ne pas l'aimer, il n'y a pas de souci, mais il faut reconnaître les choses. Et ce qui était palpable un peu par rapport à Cyril Hanouna, c'est qu'il laissait transparaître une opinion un peu dissidente par rapport à le narratif officiel. Parfois, il se laissait aller à des propos personnels par rapport à la vaccination, des propos un peu critiques. Et c'est vrai qu'en tout cas, de l'extérieur, on a pu avoir l'impression qu'il n'était pas forcément très raccord avec le narratif officiel et qu'il essayait un petit peu de donner à entendre autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou pas à ce niveau-là? Oui, c'est vrai que Cyril est quelqu'un de très spontané et donc je pense qu'il y a des moments quand un argument lui paraissait fou, il le dit, mais de toute façon il commente régulièrement l'actualité, que ce soit les faits divers, que ce soit sur des histoires de justice d'ailleurs, on lui reproche, mais il est humain. On reproche maintenant aux gens d'avoir des réactions humaines. Vous voyez, on devient... Ils veulent aseptiser tellement tout, créer presque des robots dans tout. Mais on est humain, lui c'est un père de famille, il a ses opinions. Bon, bah, de temps en temps, ça transparaît. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement pour, totalement contre, mais c'est sa réaction du moment. Voilà. Et moi, je trouve ça pas mal de temps en temps d'avoir des gens humains et qui ont des réactions normales par rapport à des choses considérées graves. Voilà. Est-ce que, du coup, pourquoi est-ce que vous avez quitté l'émission? J'ai quitté l'émission parce que, à un moment donné, pour 2 raisons. Parce que déjà j'ai fait 2 ans et que c'est une émission qui est extrêmement prenante nerveusement. Parce qu'il y a tellement d'intensité, si vous voulez, que c'est très très prenant, ça devient, ça vous engloutit un petit peu, c'est un tourbillon. Et j'ai 2 enfants qui sont petits. Au niveau du planning, c'était très compliqué parce qu'on sait le jour même si on y va le soir ou pas. Et donc, on peut même une nounou, on ne peut pas la prévenir le jour même, vous voyez. Donc, c'était très compliqué de s'organiser. Et au niveau de la famille, ça devenait vraiment compliqué. Mon mari qui devait annuler des trucs de boulot pour aller prendre les enfants et tout, ça devenait vraiment difficile à continuer. Et aussi parce que c'est vrai que je sentais qu'on en était arrivé à une telle chape de plomb, peut-être subi aussi par les gens de l'émission, par Cyril, etc. J'avais l'impression que j'arrivais plus à avoir l'espace forcément de développer les choses que j'avais à dire, et du coup je me suis dit bon ben ça n'a plus d'utilité. Cette chape de plomb dont vous parlez, c'est quoi? C'est indéfinissable, mais on le sent. Vous le sentez bien quand les gens s'autocensurent, quand il y a des sujets qui ne sont pas du tout abordés, ou quand vraiment il y a un malaise au moment de les aborder. Bon, voilà. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était plus très utile. Et donc ça, plus le fait que c'était très compliqué au niveau planning, et puis aussi le fait que j'avais envie de retourner faire mon métier d'être actrice, et que j'ai bien absorber toutes ces nouvelles facultés pendant 2 ans, si vous voulez, je me suis dit, bon, ben, maintenant je peux passer à autre chose. Voilà, un chapitre après l'autre, voilà. Et on vous a revu récemment revenir en tant qu'invité. Voilà, mais je suis en bon terme avec tout le monde. Voilà, il n'y a aucun souci, je suis en bon terme. Je suis revenue en tant qu'invitée sur un sujet précis. C'était quoi? Parce qu'en fait, Géraldine Maillet avait dit dans l'émission la veille, avait traité tous les gens qui allaient aux manifs anti-pass d'antisémites, si vous voulez. Et donc, j'étais très choquée, j'avais tweeté. En fait, c'est ce que Géraldine sait faire de mieux, c'est-à-dire détourner... Non, mais il faut rendre à César, voilà. Cyril parlait des gens qui se posaient des questions. On est revenu sur le concept général du fait d'avoir traité tout le monde d'anti-vax, d'avoir discriminé, d'avoir passé des mesures autoritaires et coercitives. Et qu'est-ce que tu fais? En fait, tu arrives et tu focalises sur une ultra minorité
pour dénigrer, pour mettre des étiquettes infamantes sur la totalité et par association. Je n'ai essentialisé personne. Je voudrais juste aller au bout. Laissez finir Béatrice Rosen. Par disqualification et par association diffamante. Et ça, c'est ta technique préférée, et Monsieur Nolot aussi. Alors, on ne peut pas insulter toute une masse de gens, des milliers de gens, et en plus il y avait des manifs dans toute la France. On ne peut pas insulter autant de gens. Pour moi, il y avait des centaines de milliers de gens comme ça, et leur mettre une étiquette infamante pour discréditer leurs propos. C'est pas correct intellectuellement. Et donc je suis retournée sur le plateau, mais c'était tout à fait cordial, et comme d'habitude, personne s'est énervé. Quel était votre argumentaire à ce moment-là par rapport à ça ? C'était que, en fait, il faut arrêter dans ce pays que dès qu'il y a une pensée dissidente, de coller une étiquette infamante sur les gens. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas dans le sens du gouvernement, les gens qui ne sont pas d'accord, les dissidents, sont traités de tous les noms, de noms dégueulasses, quoi, d'antisémites, d'homophobes, de fachos, de ci, de complotistes, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ces choses-là. Et donc voilà, je suis pas d'accord avec ça. Qu'on s'affronte sur des arguments, il n'y a pas de problème, on peut ne pas être d'accord, tous, enfin, il n'y a pas de souci. Moi je suis amie avec des gens, même Gilles Verdez par exemple, j'aime beaucoup Gilles Verdez, pourtant je suis d'accord avec lui sur quasi rien. mais on a une façon de se parler qui est civilisée, donc il n'y a pas de problème, et en dehors de ça, c'est quelqu'un de très gentil, et donc que j'apprécie. J'apprécie d'avoir une discussion avec lui parce que ça se passe toujours correctement. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait, c'est de pouvoir être en désaccord, c'est tout. Justement, votre désaccord, vous continuez d'exprimer, vous venez de tweeter. Oups, quoi. Je vais lire pour pas trahir votre propos. Ils ont sacrifié des jeunes en bonne santé et pas à risque en les forçant par coercition pour sauver des gens à risque qui étaient selon eux déjà protégés par le produit. On parle des injections Pfizer, et c'est acceptable ça, ? Et les chroniqueurs influenceurs qui ont servi la propagande, vous vous sentez comment aujourd'hui? Et quand vous avez traité des gens comme moi qui suis pour le droit au consentement de complotistes, ça va la conscience, #TPMP. Vous reprenez une séquence. Oui, je reprends une séquence qui s'est passée hier soir. J'ai repris une séquence qui s'est passée hier soir dans laquelle il me semble, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que Guillaume Janton disait que il dit dans sa séquence, on nous a vaccinés de force sous la menace. Et en fait, à l'époque, c'est vrai que Géraldine Maillet ou Bernard Montiel m'avaient traité de complotiste, alors que moi, mon propos, en plus, n'a jamais été sur le vaccin en lui-même. Si vous voulez, moi, je vais vous expliquer mon point de vue. Moi, je ne dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire avec leur corps. J'ai une position où moi, je bois peut-être un verre de vin par an. Je n'ai jamais fumé de ma vie, jamais même essayé, j'ai jamais pris de drogue du tout de toute ma vie. Donc j'ai une vie, et j'en ai conscience, qui est particulière. Je suis en minorité par rapport à la population, et si je devais me fâcher avec tous les gens qui vivent pas comme moi, je parlerais plus jamais à personne, parce qu'il y a très peu de gens qui font ce que je fais moi, qui mangent bien, donc sainement je veux dire, etc., et qui font attention comme moi je le fais. Donc je ne m'attends pas à ce que les gens fassent comme moi, d'accord, sur aucun sujet. En revanche, je n'aime pas qu'on me force à faire des choses non plus. Donc, quand quelqu'un vient me traiter de complotiste tout simplement parce que je dis que mon corps, mon choix, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, c'est insupportable pour moi. J'ai pas besoin d'être insultée juste parce que je demande à avoir un consentement libre et éclairé, et que je demande que les gens en général aient un consentement libre et éclairé, qu'on leur donne toutes les informations en transparence et qu'ils puissent choisir pour leur propre corps. Ma grand-mère, je vous dis, a été discriminée parce qu'elle a fait un choix à 100 ans, mais enfin, elle était assez... c'était son choix, c'est tout. Il n'y a pas... qui est le gouvernement, qui sont ces gens qui vont dire à une femme de 100 ans pour la protéger de quoi? Elle est déjà
à la fin de sa vie. Ils auraient mieux fait de ne pas la forcer à faire quoi que ce soit et de la laisser avoir une fin de vie humaine, vous voyez. Donc ça n'a pas de sens, voilà. Et donc quand ces gens m'ont traité de complotiste, c'était violent. Et aujourd'hui, je pense qu'ils devraient faire un petit peu une introspection parce qu'ils ont été des influenceurs quelque part où ils ont insulté les gens, traité les non-vaccinés de criminels, de tous les noms. Et peut-être qu'ils ont influencé des gens dans un sens. Et c'est pas leur rôle, quoi. Ce sont juste des intervenants à la télévision. Enfin, c'est quoi ce monde où tous les journalistes sont devenus des VRP Enfin, c'est quoi ce monde-là? Des gens qui n'y connaissent rien, qui ne savent même pas s'alimenter eux-mêmes, visiblement pour certains, et qui n'ont pas une hygiène de vie très caractérisée, visiblement pour d'autres, et qui viennent donner des leçons de ce qui est sain et de ce que les autres doivent faire. Enfin, c'est surréaliste, voilà, que chacun reste à sa place. C'est tout. Vous pensez que ces personnes sont vraiment influenceurs, que les chroniqueurs dans ce genre d'émissions, à TPMP ou d'autres, jouent un rôle probant sur l'opinion publique? En tout cas, là, ils en ont joué un, oui. Parce qu'en fait, et j'ai reposté une séquence justement de l'époque où j'y étais. Après ce tweet-là, j'en ai fait un deuxième où j'ai reposté une séquence pour que les gens voient le comparatif de la rhétorique de maintenant et d'il y a 1 an et demi, si vous voulez. Comme ça, on voit bien dans les deux vidéos la différence. Et je sais plus ce que je disais. C'était quoi mon propos? Que ces personnes jouent un rôle. Oui. Et donc, sur l'opinion publique. En fait, vous voyez dans cette séquence que je viens de reposter de moi à l'époque, à quel point ces gens me coupaient la parole, m'empêchaient même physiquement quasiment de parler. Parce que vraiment, c'est parce que j'étais très très motivée que j'ai fini ma phrase. Et on le voit dans cette séquence. Et donc, c'était pas juste ils donnaient leur opinion. C'était, il y avait une vraie volonté de faire taire toute opinion qui n'était pas la même qu'eux. Et dans cette séquence, n'importe qui peut la revoir. C'est sur mon profil Twitter. Et voilà, on le voit, même physiquement, ça leur était insupportable que je finisse ma phrase. Et pourtant, je ne faisais que dire quelque chose de totalement, en plus très modéré. J'ai jamais dissuadé qui que ce soit de prendre quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'étais hyper modérée. Et même la modération n'était pas acceptable pour eux. Et donc là, on parlait de cet exemple qui a été relayé sur TPMP, ce jeune qui est mort, dont la mort officiellement reconnue liée au vaccin. Alors, c'était un jeune étudiant en médecine qui avait pris AstraZeneca et sa mort a été expertisée et le lien a été fait avec ce produit-là. Et je me souviens particulièrement de ce jeune homme parce qu'après que ce soit arrivé, les parents, en fait, m'ont vu, je ne sais plus, ou sur les réseaux sociaux ou déjà dans TPMP, je ne me souviens plus de la date, mais ils m'ont envoyé à l'époque un message. Et dans le message, j'ai senti évidemment le désespoir de ces gens qui étaient tellement traînés dans la boue, désespérés, maltraités dans le débat public, qu'ils en étaient réduits, si vous voulez, de désespoir à contacter quelqu'un comme moi qui suis actrice, qui ne suis qu'actrice. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre le pathos de la situation. Et j'ai passé, quand j'ai reçu ce message, j'ai pris un coup de poing dans le ventre parce que malheureusement, évidemment, je ne pouvais rien faire pour eux. J'aurais aimé, évidemment. Décidément, pendant cette interview, vous me faites... C'est très émotif encore tout ça, c'est très émotionnel parce que c'est des sujets tellement graves, mais vous vous rendez compte, perdre un enfant à 22 ans, 24 ans, mais qu'est-ce qui peut être pire que ça, quoi. Et donc j'étais en totale empathie avec ces gens, mais j'étais totalement impuissante pour les aider. De toute façon, le mal était fait. Et donc voilà, et j'espère que rien ne pourra changer la situation pour eux, malheureusement. Mais en tout cas, d'en parler, peut-être qu'on arrivera à éviter qu'une situation similaire un jour se reproduise. Voilà,
C'est ça. On sent que le sujet est encore très lourd pour vous. Comment être indifférent? C'est ça qui me rend, qui m'étonne, qui me stupéfait, c'est comment les gens peuvent être indifférents à ça. C'est-à-dire qu'on a, au nom d'une coercition, on a sacrifié quelque part des jeunes qui n'étaient pas un risque. On les a, enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens, vous voyez, alors le produit était proposé à tout le monde, donc les gens à risque pouvaient très bien le prendre et se protéger s'ils pensaient être protégés, vous voyez, que ça protégeait. Donc, dans leur logique à eux, même, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que si vous proposez un produit qui protège, laissez les gens à risque le prendre, qui se protègent, et ceux qui ne sont pas à risque, ne leur faites pas prendre un risque. Enfin, je veux dire, quand il y a un risque, il faut qu'il y ait un choix, que les gens en conscience puissent dire « Ok, je prends ce risque » ou « Non, je ne le prends pas ». Mais on ne peut pas forcer, enfin, c'est pas digne d'une démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment, les mots ont un sens. Une démocratie, la pierre angulaire, c'est le consentement. Le consentement à l'impôt, le consentement à la majorité, de se soumettre à une majorité, mais pas se soumettre forcément physiquement, de se soumettre à une politique, mais qui n'est pas aussi intrusif que ça, sans rationalité. Vous voyez? Donc voilà, pour moi, c'est encore très... c'est une période vraiment qui a changé toute ma vie. Donc, ouais. Et parce que je suis en empathie avec des gens qui ont vécu l'horreur. Vous continuez de recevoir des témoignages, des sollicitations de gens qui ont subi des effets secondaires ou des conséquences de cette période? Alors l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu, mais TPMP, encore une fois, vous voyez, quand même, donc les gens qui ne les aiment pas, quand même, ils ont reçu une jeune femme, Anne-Charlotte, je crois, enfin, son surnom c'est Macha, qui est venue témoigner parce qu'elle a subi un effet secondaire très grave. Et elle est venue témoigner sur le plateau le jour où moi et Myriam Palomba étions allés à l'Assemblée nationale pour assister au débat parlementaire sur la loi sur les dérives sectaires. Parce que l'article 4 de cette loi est très problématique et, à mon avis, ultra liberticide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un article bâillon. Évidemment que je suis contre les dérives sectaires, évidemment. Que comme 99% des gens, enfin je suppose, à part les gens qui eux-mêmes sont dans une secte, on est tous contre les dérives sectaires. Évidemment qu'il faut lutter contre ça, mais pour moi, déjà, il y a des sujets plus urgents comme la crise de l'hôpital. Des gens meurent sur des brancards actuellement. Enfin, il y a une pénurie de médicaments qui est terrible dans notre pays. Il y a une pénurie de soignants, il y a une pénurie de lits, il y a des services qui ferment, des maternités qui ferment. Bref, donc pour moi, cette loi n'était pas d'une urgence prioritaire. Et donc, cet article est un article bâillon. Qui, à mon avis, va s'appliquer plus à des opposants politiques. Pour moi, je pense que les dérives sectaires sont un prétexte pour avoir fait passer cet article pour bâillonner l'opposition. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Et donc nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour vivre en vrai les débats parlementaires. C'était intéressant d'être sur place et pas d'en avoir le résumé qu'un journaliste aura bien voulu faire. Et ce soir-là, pendant le break de l'Assemblée, on a pu, sur notre téléphone, on a regardé le témoignage dans TPMP de cette femme. Et encore une fois, on avait toutes les deux les larmes aux yeux en écoutant cette tragédie que vit cette femme. Et on s'est dit à ce moment-là, ça a un sens qu'on soit là. Enfin, vous voyez, évidemment, on n'est pas payé pour faire ça. Oui, c'est même pas un sujet, c'est même pas le sujet ou voilà. On est allé parce que ça nous tient à cœur. Et quand on voit des témoignages comme ça, et ça nous émeut et on se dit voilà, au moins, voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens vraiment qui ont subi l'horreur et on ne peut pas les laisser tomber. Donc voilà. Comment vous, pour prendre un peu de hauteur par rapport au Covid, prendre un peu de recul, comment vous
vous percevez le traitement de l'actualité aujourd'hui en France par les médias mainstream et quel est votre point de vue sur les sujets du moment, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza? Est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus? Comment vous percevez le traitement médiatique dans ce pays? Honnêtement, je pensais avant que la presse et les médias étaient le cinquième pouvoir. Ce que tout le monde pense. Et depuis toute cette crise sanitaire et les crises qui se sont succédées depuis, pour moi, les médias et la presse ne jouent plus ce rôle. Pour moi, ils sont totalement inféodés à la ligne gouvernementale. Est-ce que c'est par adhésion? Est-ce que c'est par peur de perdre leur boulot? Est-ce que c'est par peur de justement cette chape de plomb dont on parlait? On sent que l'ambiance est lourde et qu'on ne peut pas parler complètement librement. Donc, est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est de l'autocensure? Je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas faire de procès d'intention. Mais force est de constater qu'il ne joue plus le rôle du cinquième pouvoir. Et que ce qui est très inquiétant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Et que toutes les institutions qui pourtant avaient été très bien pensées, très équilibrées, en fait ne jouent plus leur rôle et qu'il y a un rouleau compresseur et qui engloutit tout et qui... Et c'est effrayant parce qu'on se dit mais comment on va... Il y a une espèce de marche automatique de plus en plus autoritaire. On a changé de régime, on n'est plus complètement en démocratie. Alors les gens vont me répondre va en Corée du Nord ou va en Chine, mais pardon, mais toutes les lois qui sont passées ces derniers temps s'inspirent de ces régimes. Littéralement, sans exagération. Alors évidemment, on n'est pas encore au stade de la Chine, mais les régimes totalitaires ne s'instaurent pas toujours du jour au lendemain. Il y a aussi une progression, c'est une pente glissante. Et puis, on voit bien qu'il y a une structure juridique qui est en train, législative et juridique qui est en train d'être construite petit à petit, toujours sous un bon prétexte bien consensuel. La lutte contre les dérives sectaires, la lutte contre la pornographie en ligne, la lutte... Enfin, évidemment qu'on veut tous protéger les enfants, mais il faut avoir une cohérence. Si on veut protéger les enfants sur le numérique, qu'on les protège aussi dans la vie et qu'on soit un petit peu plus dur avec la pédocriminalité et qu'on soit un peu plus autoritaire et moins laxiste sur ces crimes-là. Enfin, vous voyez, il faut que ce soit cohérent. Encore une fois, j'ai besoin, moi, de constater une cohérence dans les politiques, dans ce qui se passe. Et quand je constate pas de cohérence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté cette interview pour Nexus, cette liberté de parole et de propos? Comment d'ailleurs vous percevez un média comme Nexus, un média indépendant? Écoutez, déjà, par principe, je parle avec tout le monde. Voilà, déjà, par principe. Parce qu'en fait, si on parle qu'avec des gens avec qui on est 100% d'accord, on ne parle plus à personne parce que déjà tout le monde, on peut être d'accord sur un sujet et puis pas sur un autre, etc. Donc par principe, je parle avec tout le monde. De toute façon, j'ai des convictions assez fortes pour savoir que ce que je dis, c'est ce que je dis moi. Si la personne en face dit autre chose, ça l'engage elle, ça ne m'engage pas moi. Donc déjà... voilà, chacun est libre pour moi et responsable de ses propres propos. Je ne suis pas responsable des propos des autres, donc même si je parle à un média voilà, du moment qu'on me laisse finir une phrase, c'est ce qu'on vous a accordé. Voilà, absolument, même beaucoup. Donc il n'y a pas de problème. Après, je trouve ça bien qu'il y ait une liberté et que ce soit toujours argument contre argument. Pour moi, c'est pas une question de conformisme ou de pas conformisme. Votre média, si vous êtes un média libre, je serais peut-être pas forcément d'accord avec tous vos articles. Mais et alors ? Enfin, et alors, il n'y a pas une personne au monde avec qui je suis d'accord avec tout, de toute façon. Donc, c'est pas grave. Et on parle tout le temps de vivre ensemble. Vivre ensemble, les gens n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Mais déjà, vivre ensemble avec les gens, ça veut dire aussi accepter de ne pas être d'accord. Et même si parfois on s'engueule, c'est pas grave, on s'engueule, mais on peut quand même après aller prendre un café et rigoler sur autre chose. C'est pas grave. Et si on coupe
si on coupe le lien et qu'on discute plus avec les gens du tout, bah alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire des milliards de micro-sociétés. Enfin, ça fonctionne plus. On n'est plus une société, on n'est plus un pays, on est un, je sais pas. Vous avez peur? Vous pensez qu'il y a une sorte de communautarisme intellectuel qui s'est installé dans ce pays, où chacun, dans chaque communauté intellectuelle, Oui, de pensée, d'idées, reste ensemble? C'est bien formulé, un communautarisme intellectuel, absolument, et puis une polarisation terrible. C'est-à-dire que les gens sont dans une intolérance la plus totale. Pas que. Et puis il y a un nouveau concept qui a émergé quand même ces derniers temps, c'est l'extrême centre. Parce qu'on savait qu'il y avait, évidemment, sur un champ politique, il y a toujours une extrême gauche et une extrême droite par définition qui ne correspond pas forcément à l'extrême gauche dans l'absolu ou l'extrême droite dans l'absolu, parce que ça répond à des vrais critères techniques de refus, de reconnaître une élection, etc., ou d'insurrection, etc. Mais il y a évidemment, dans un champ politique, il y a forcément une polarité, mais maintenant, il y a ce concept d'extrême centre qui est apparu, où en fait, on voit qu'il y a une troisième polarité extrêmement autoritaire et qui est carrément paradoxale, parce que quand on pense au centre et au centrisme, on pense modération, on pense un peu compromis, équilibre, etc. Et ce n'est plus du tout le cas. Les lois, pour moi, les plus dures et les plus injustes et les plus totalitaires qui ont été passées ces dernières années viennent de l'extrême centre. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire que, pour moi, le danger est déjà là. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, en début d'interview, si ça continue, vous ne vous voyez pas continuer votre vie dans ce pays? Est-ce que c'est... Alors, moi, je suis moitié américaine, moitié française. J'adore la France. C'est vraiment mes racines. C'est mon pays de cœur. J'aime ce pays. Je voulais que mes enfants grandissent ici. C'est humain, on râle, mais c'est comme ça, on est comme ça, et voilà. J'ai jamais autant aimé les gens en général et les Français que depuis les crises, si vous voulez. Ils me rendent dingue parce que pour moi, ils ont, voilà. Mais en même temps, je les aime et je trouve qu'ils sont maltraités et ça me fait de la peine et j'ai pas envie de partir, j'ai envie d'essayer d'être avec eux dans l'adversité, si vous voulez. Mais il y a un moment aussi, ces lois autoritaires, voire totalitaires, continuent de s'accumuler, mais ce sera plus vivable. Et je veux que mes enfants vivent libres. On en est là. Jamais je pensais dire cette phrase un jour. On a la chance de vivre dans un pays qui était considéré comme le pays de la liberté, qui était, enfin, je veux dire, on a nos ancêtres littéralement, ou en tout cas nos ancêtres culturellement, que ce soit parce qu'il y a des gens après qui sont arrivés, qui ont embrassé la culture française, même s'ils venaient d'autres pays, mais nos ancêtres, à tous, français, se sont battus pour la liberté. Et si on n'est plus un pays de liberté, malheureusement, je ne veux pas que mes enfants vivent comme ça, quoi. Et je serai la première très 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 peinée. J'espère que ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que je veux pas. Il y a une ambiance de liberté plus prononcée aux États-Unis? Pas forcément, ça dépend des États, mais tout le champ politique dans tous les pays, je pense, a été complètement chamboulé ces dernières années. Typiquement, moi, j'étais quelqu'un, dans le champ politique américain, j'étais toujours démocrate. Mais ces dernières années, ça a été tellement bouleversé, si vous voulez, et réquisitionné par une sorte de wokisme et puis d'extrême autoritarisme, même sur les règles sanitaires, même là-bas, que en fait maintenant je suis totalement déboussolée sur le champ politique même américain. Je sais plus, je suis pas d'accord avec certaines choses du tout que portent les républicains. Les démocrates maintenant, je me reconnais plus non plus, donc en fait je suis totalement perdue, je sais plus. Donc ça dépend des États. Il y a des États plus ou moins je dirais pas libertaires, mais en tout cas libéraux. Ouais. Voilà. Et donc ça dépend des États. Mais je vous dis, tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Donc je ne sais même pas où me situer maintenant sur le champ politique américain. Vraiment, je suis perdue. Et dans votre parcours professionnel,
Où est-ce que vous allez vous situer maintenant? Quelles sont les prochaines perspectives que vous avez? Où est-ce qu'on pourra vous voir bientôt? Est-ce que vous allez reprendre le chemin de la télévision, de la prise de parole publique? Quelle sera votre actualité prochainement? Alors, je continue ma carrière d'actrice. Effectivement, ça a été un peu difficile en France avec mes prises de position. Je pense que ça a un petit peu rendu certaines personnes frileuses. Vous avez senti réellement un avant et un après? Oui. Franchement, oui. Ah oui. Vos prises de position sur TPMP oui. ont joué un rôle? Oui, mais je ne suis pas la seule. Hein. Tous les gens qui se sont positionnés assez clairement, et encore une fois, je vous dis, moi je suis quelqu'un de très modéré. Pour moi, la seule cause que je défends, c'est la liberté de choix pour son propre corps. C'est quand même pas non plus le Pérou. Enfin, voilà. Et même pour ça, oui, j'ai senti une différence, mais il y a des gens qui se sont prononcés même plus que moi, qui ont perdu leur travail. Oui, et pas qu'une personne, plusieurs. Donc oui, il y a eu un délit d'opinion qui d'ailleurs d'habitude est considéré comme illégal officiellement, mais qui officieusement donc a eu lieu, ce qui est très préoccupant parce que si on était encore en démocratie, ça n'aurait pas lieu. Et donc bon, mais je suis toujours comédienne, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire et que c'était ma passion et c'était ma vocation littéralement. Mais c'est pour ça que les autres artistes en France ont plutôt fermé leur bouche, clairement, pour dire les choses. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont mis en retrait dans le Covid, ou voire parfois ont été même assez acharnés contre les gens qui ont porté une parole opposée au gouvernement? Les artistes, c'est comme tout le monde. Il y en a qui ont été acharnés parce qu'ils y allaient par adhésion, parce qu'ils croyaient vraiment que c'était ce qui était bien à faire. Donc voilà, c'était par adhésion. Il y a ceux qui pensaient comme moi, mais qui n'osaient pas et qui étaient dans une situation où il fallait qu'ils travaillent parce qu'il fallait bien qu'ils gagnent leur vie, donc ils n'osaient pas parler, ou d'autres qui n'avaient pas besoin d'argent, mais qui étaient peut-être un petit peu lâches, qui n'avaient pas envie de se mettre des joints à dos, qui n'étaient pas dans le conflit. Et puis il y en a d'autres peut-être qui étaient perdus aussi. Franchement, il y a des gens qui n'ont pas passé comme moi des heures à lire toutes les choses et qui donc savaient plus à quel sens se vouer et donc ne se sont pas exprimés parce qu'ils savaient même pas quoi dire peut-être. Faut quand même laisser le bénéfice du doute à certains aussi. Bon, on peut pas faire ce qu'on reproche aux autres. Bon. Donc voilà, mais donc c'est comme ça, on refera pas le match. Ceux qui ont pris position comme moi, on a pris position. Moi, je le regrette pas. C'est comme ça, c'est tout. Chacun est responsable de ses prises de position pendant la crise et devra gérer sa propre conscience. Non mais voilà, donc après, la vie, c'est aussi un parcours individuel et donc voilà, hein. Chacun fait comme il veut. Mais à côté de ça, je commence une émission en tant qu'animatrice. J'ai un podcast qui commence où j'ai des invités, j'ai carte blanche sur les sujets. Ça va être très éclectique, ça va être une philosophie de la vie en traitant plein de grands sujets de société à travers un regard d'une personnalité que les gens, qui sera reconnaissable des gens, mais avec un prisme humain sur des grands sujets d'actualité et de société. Donc ça c'est intéressant. Maintenant en fait ça a vraiment changé ma vie toute cette période et j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent vraiment. Alors évidemment il faut que je gagne ma vie aussi. Je dis pas que je vais pas prendre tel ou tel job sur un film ou quoi parce qu'aussi il faut que je vive comme tout le monde. Donc il y a des impératifs. On doit tous gagner notre vie et donner à manger à notre famille. C'est normal. Mais j'ai envie de prioriser si je peux, si la vie me le permet, des projets qui m'intéressent et me stimulent et qui ont un sens. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà annoncer sur quelle plateforme on vous retrouvera? Est-ce que c'est en ligne? Alors, je vais l'annoncer dans pas longtemps parce que ça va commencer à être diffusé très rapidement. Donc je vais l'annoncer, je préfère, dès qu'on aura les supports visuels, etc., je vais l'annoncer sur mes réseaux. Et donc voilà, mais ce sera très très bientôt. Là, on a déjà enregistré 5 émissions, on va continuer à en enregistrer. Et puis il y a d'autres projets aussi derrière. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Franchement, la vie est belle. Il faut vraiment le principal. S'il y a un message que j'aimerais laisser avec vous, c'est que on vit des temps vraiment difficiles qu'on n'aurait pas pu imaginer parce qu'on a eu la chance de vivre dans un pays, encore une fois, à la base de liberté et à une période quand même où on a le confort, voilà, et même quand on est dans une situation financière un peu précaire, on a quand même
un minimum de qualité de vie dans ce pays par rapport à d'autres pays. Et j'aimerais juste dire que voilà, il ne faut pas perdre sa joie de vivre parce que je pense que toutes ces crises, il y avait vraiment un côté guerre psychologique et qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la dépression, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller et du coup après ça fait des troubles psychologiques, mentaux, etc. Et franchement, par principe, il ne faut même pas faire ce cadeau-là. C'est-à-dire que même c'est une façon de résister, c'est de garder cette joie de vivre. Parce que quand on a la joie de vivre, après, on peut retrouver la force de dire non, de se retrouver, de s'organiser, etc. Et donc pour moi, le premier acte résistant, c'est de garder sa joie de vivre. Et voilà. Et donc, je sais que c'est facile à dire et qu'il y a des familles qui ont perdu des gens. Donc voilà, je sais que c'est facile à dire. Mais si on perd sa joie de vivre, ça n'a plus d'intérêt. Plus rien n'a d'intérêt. Voilà. Béatrice Rosen, merci beaucoup sur ces propos très positifs qu'on va vous laisser. Je pense qu'ils auront un écho très particulier et très certain dans notre audience et chez nos lecteurs aussi et pour Nexus aussi qui essaye en même temps de véhiculer des informations parfois scandaleuses, anxiogènes, c'est vrai, qui font partie de ce monde. Et en même temps des informations positives, constructives qui peuvent nourrir l'autonomie, nourrir la joie de vivre. Apporter des solutions, peut-être. Un maximum. Et on espère vous retrouver très bientôt. Merci de nous avoir livré votre intimité, ce témoignage au micro de Nexus. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.